Alexander Vlasov, on l'attend maintenant sur le podium d'un grand tour. C'est là maintenant, c'est l'étape d'après. Oui, il doit viser le podium au minimum. Ça doit être son objectif. Maintenant, ce sera pas facile. Il aura de la concurrence sur le Giro. On voit que à minima, un coureur comme Roglic et Evenepoel sont au-dessus dans la hiérarchie. Donc lui, potentiellement, il se bat plus pour la 3e place. Performance qu'il aurait jamais faite. Il a fait 5e du Tour de France, donc c'était déjà pas mal. Une 3e place sur le Giro serait une évolution logique. Patrice Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Let's go. La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast, ça continue et aujourd'hui on continue de remonter le peloton mondial, on arrive parmi les meilleurs. Et pour parler forcément d'une des meilleures équipes du peloton, la Bora-Hansgrohe, c'est avec Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan. Salut Guillaume, prêt à parler de l'équipe allemande, je l'adore. Ah, tu l'adores cette équipe-là, vous en avez parlé d'ailleurs dans Vélo Futé, je rappelle vélofuté.com, le site internet de Vélo Futé avec notamment le grand guide de la saison 2023, un guide de grande qualité. Titouan, vous en avez parlé de cette Bora. Oui, et puis on a récemment aussi interviewé Ralf Denk, le DS de la Bora. Romain qui a réalisé une excellente interview à ce sujet. On vous invite à la lire. Il a notamment parlé de pas mal de choses, des coureurs, de la forme de certains, des coureurs relancés type Bourman ou autres, mais aussi du salary cap, d'un budget cap qui trouverait ça intéressant d'être instauré dans le cyclisme. Et il parle aussi de l'évolution de la Bora. Enfin, vraiment beaucoup de choses centrées sur la relation avec le sponsor et sur la stratégie de l'équipe au global. On va en parler de cette équipe Bora-Hansgrohe dans ce podcast spécial. Une équipe qui est sur ces 3 dernières saisons qui a terminé 5e finalement sur le bilan global moyen et qui a terminé 4e sur l'année 2022. Titouan, on a l'impression finalement que la Bora c'est un petit peu le leader du groupe de poursuivants, tu vois, t'as les favoris, t'as les 4 de devant avec la UAE, la Ineos, la Jumbo et la Quick-Step, la Soudal Quick-Step aujourd'hui, et puis finalement la Bora c'est un peu le leader des poursuivants, c'est un petit peu le meilleur des autres, quoi. Oui, nous on aurait même tendance, tu vois, on a fait un article là-dessus où on parlait de Big Five et on l'incluait justement en 5e dans ce Big Five parce que certes elle est un peu décrochée des autres équipes de devant, des 4 de devant, mais elle est aussi assez largement devant les autres de derrière. C'est quand même une des seules à avoir remporté un grand tour en fait. Depuis 2019 je crois et Richard Carapaz à la Movistar, aucune équipe autre que le Big Four n'a remporté de grand tour avec Jay Hindley. Donc du coup c'est pour nous cette victoire de Jay Hindley sur le Giro a amené la Bora-Hansgrohe au niveau des grosses équipes. Ouais, Jay Hindley qui a remporté le Tour d'Italie 2022. On va rentrer un peu dans le détail de cette équipe Bora qui a remporté 30 victoires sur la saison 2022, dont 13 en World Tour, des victoires qui comptent. On va énumérer un peu les victoires, on va faire coureur par coureur, avec finalement un recrutement à l'hiver 2021-2022, il y a un an, qui a quand même été ultra gagnant ce recrutement. On va parler notamment d'Alexander Vlasov, c'est un peu le premier coureur dont on va parler, Alexander Vlasov, qui termine 5e bilan individuel sur le site Pro Cycling Stats pour la saison 2022, qui remporte le Tour de la communauté de Valence, qui remporte le Tour de Romandie, qui fait 5e du Tour de France, qui fait 4e de l'UAE Tour, qui fait 3e du Tour du Pays Basque. Alexander Vlasov, le russe, est-ce qu'il est dans la catégorie des Pogačar, Vingegaard, Remco et Evenepoel, ou alors il est juste derrière? Non, il est juste derrière. Il peut pas être cité parmi les autres coureurs que tu viens de nous donner, puisqu'il n'a remporté ni une grande classique, ni un grand tour, ni une grande course à étapes. Donc pour l'instant, Alexander Vlasov ne peut pas être qualifié au même niveau que les autres. Par contre, juste en dessous, il est là, c'est le plus régulier, il est capable de briller à la fois sur les Ardennaises, à la fois sur les courses à étapes. Donc c'est vraiment un excellent coureur. Maintenant, pour rejoindre la catégorie que tu viens de citer des Pogačar, des Evenepoel, évidemment, il faudra qu'il gagne un monument ou un grand tour. Il a le potentiel? Oui, un Tour de France, je pense pas. Une Vuelta ou un Giro, oui, et un monument, oui. Ça va peut-être commencer par gagner aussi des courses par étapes d'une semaine. Il aurait dû gagner le Tour de Suisse l'année dernière. Oui. Voilà, donc il aurait dû gagner le Tour de Suisse l'année dernière. Il a gagné le Tour de Romandie, donc il commence petit à petit à
à se faire un palmarès. Maintenant, il est loin des autres quand même. Il a 26 ans, Alexander Vlasov. Finalement, c'est pas un peu frustrant pour lui quand on voit que Jay Hindley a gagné le Giro. On se dit que lui aussi, finalement, il est aussi dans ses coureurs. Tu dis, il n'est pas dans la catégorie des Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Il est juste derrière. Maintenant, ce qui lui manque, c'est justement quand il est face à ces gros coureurs, d'être en capacité d'être beaucoup plus proche d'eux. Il l'était beaucoup plus proche. Sur la Flèche Wallonne, il fait 3e, il était tout proche. Sur le Tour du Pays Basque, il était là. Je pense que globalement, il est capable d'être proche d'eux. Maintenant, il a été en méforme sur le Tour de France, probablement à cause du Covid et qui l'a forcé à abandonner sur le Tour de Suisse. Il y a un petit step à franchir encore, mais Jay Hindley doit aussi le franchir honnêtement. Même s'il a gagné le Giro, Jay Hindley, il n'est pas encore assez régulier pour être cité parmi les grands coureurs du peloton. Voilà, c'est un excellent coureur, mais c'est pas encore un cadre du peloton. Et Vlasov, c'est un petit peu pareil. Même si lui, il n'a pas remporté de grands tours non plus, il est globalement pas loin du niveau de Jay Hindley, voire peut-être même plus fort et plus complet. Simplement, lui, en 2022, il avait choisi de faire le Tour de France, et on sait que sur le Tour de France, il y a plus de concurrence que sur le Giro. Tu en parlais de Jay Hindley, la transition avec le vainqueur du Giro 2022, qui a fait aussi 5e de Tirreno Adriatico, qui a fait 10e du Tour d'Espagne. Il avait eu du mal en 2021 à confirmer sa 2e place sur le Tour d'Italie 2020. Jay Hindley, ce qui lui manque, c'est de la régularité finalement, parce que certes, il gagne le Giro, mais c'est pas une victoire en trompe-l'œil, parce qu'il allait quand même la chercher, sa victoire. Mais c'était pas un énorme Giro non plus, c'était pas un Giro hyper dense. Mais il était là, il a gagné, il l'a mis au fond, un peu comme on dirait au football. Pour moi, je suis d'accord avec toi, pour moi, il est en dessous d'un Vlasov. Mais c'est vrai que c'est un vainqueur surprise quand même en 2022. Ah bah nous, on s'y attendait clairement pas. Je me rappelle qu'on en avait parlé dans une vidéo de présentation du Giro, notamment avec JB, qui nous avait dit... moi, je l'avais moqué un petit peu quand il disait qu'il imaginait faire un top 3, top 5, potentiellement, Jay Hindley. Et moi, c'est vrai que j'y croyais pas du tout. Et donc le voir gagner était une vraie surprise, d'autant qu'il n'a pas vraiment performé. Il fait 20e de la Flèche Wallonne, 13e du Tour de Catalogne. C'était pas des performances qui laissaient indiquer qu'il allait pouvoir gagner le Giro, même si sa 5e place sur le Tirreno était déjà énonciateur de jambes retrouvées, de bonnes jambes retrouvées. Là, c'était vraiment une grosse surprise. Et sa victoire au Blockhaus, même si Romain Bardet ce jour-là était peut-être un petit peu plus fort, a été déterminante dans son moral et pour la suite. Et on a vu qu'il a toujours été le plus fort en montagne. Autre coureur dans cette équipe Boransgro qui était une des recrues pour la saison 2022, tout comme Vlasov, tout comme Hindley, c'est Sergio Higuita. Ça fait partie de ces coureurs qui sont complets, ultra réguliers. Moi, je compare un petit peu à Pello Bilbao. C'est un petit peu le Pello Bilbao de la Boransgro. Moins régulier quand même. Sergio Higuita, moins régulier. Mais maintenant, Higuita, on en attend quoi ? On en attend de peser peut-être un petit peu plus sur un grand tour, de s'approcher d'un top 5, voire d'un podium ? Moi, j'y crois pas trop à Higuita sur un grand tour. Je suis pas sûr qu'il soit assez bon grimpeur. Je le vois plus en coureur chasseur d'étapes, capable de briller évidemment en montagne ou sur les étapes pour les punchers, les moyennes montagnes. Mais voilà, je le vois plutôt aller viser un maillot à poids, gagner des étapes en baroudeur, etc. et viser les classiques. Je pense qu'il a plus un profil pour gagner la Flèche Wallonne ou même pourquoi pas Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie que pour remporter un grand tour. Évidemment aussi, il a le profil pour gagner les courses d'une semaine, mais les courses de 3 semaines, je suis pas sûr que ce soit pour lui. On l'a vu, ses meilleures performances sur l'année, en fait, c'est 4e du Tour de Lombardie, c'est 2e du Tour de Suisse, c'est plutôt sur ce type de coureur 5e de Liège-Bastogne-Liège. Finalement, c'est sur les courses d'un jour que Higuita est le plus régulier. Dès qu'on commence à cumuler des jours de course, Higuita a du mal à performer. Une semaine, c'est bien, plus pour l'instant, ça paraît vraiment franchement compliqué. Et c'est loin d'être le meilleur en montagne, c'est loin d'être le meilleur en contre-la-montre, même s'il se débrouille. Donc non, les grands tours, à moins de faire un top 10 peut-être, oui, mais sinon, je le vois mal sur le podium. On va parler des grosses cuisses maintenant, avec aussi 2 recrues. C'est vrai que ce recrutement à l'hiver dernier de la Bora était quand même ultra qualitatif. Sam Bennett, Danny Van Poppel, qui avaient tous les deux été recrutés. Ce sont des recrues qui ont été satisfaisantes. Sam Bennett qui remporte 2 étapes sur la Vuelta, qui remporte la classique à Francfort. Danny Van Poppel qui a toujours été très bien placé dans les Sprint World Tour.
Sam Bennett qui a remporté aussi la première étape du Tour de San Juan au sprint il y a quelques jours, mais on va vraiment se concentrer sur 2022. Ils se sont vraiment bien renforcés au niveau du sprint à la Bora. Je sais pas si c'est que pour l'année 2022, si Bennett a été vraiment une grande réussite. Il a eu beaucoup de mal en début de saison et finalement il s'est bien rattrapé par la suite. C'est la Vuelta vraiment qui sauve, les 2 étapes sur la Vuelta qui sauvent sa saison, mais d'un autre côté la concurrence n'était pas énorme. On a vu que après son abandon, Van Poppel était capable d'aller chercher des accessites, des places d'honneur. Donc moi je dirais surtout que Van Poppel a été vraiment la bonne surprise. C'est lui qui offre clairement les 2 victoires à Bennett. C'est vraiment un poisson pilote d'une énorme qualité. C'est une grande satisfaction. Bennett, c'est ni bon ni mauvais. Je dirais que moi j'en attendais plus en tout cas de lui. Mais voilà, à voir en 2023, c'était pas non plus une saison catastrophique, c'était une saison correcte. Et voilà, à voir si il fera une bonne saison en 2023. Sam Bennett qui faisait son retour à la Bora après 2 saisons à la Deceuninck Quick-Step où il n'a pas réellement brillé, mis à part là aussi la saison 2020, il y a eu quelques bons résultats, mais il était resté un petit peu sur sa fin. Sam Bennett, il y a des déceptions quand même dans cette équipe Bora. C'est finalement des coureurs un peu historiques de cette formation. Historique dans le sens où je te parle d'un Maximilian Schachmann qu'on n'a pas trop vu, d'un Emmanuel Bourman qui a fait 7e du Giro mais qu'on a peu vu, d'un Wilco Kelderman qui n'a pas réellement confirmé ce qu'on avait vu de lui notamment sur le Tour de France 2021. Kelderman a été costaud sur le Giro. Oui, Kelderman, mais c'est toujours pareil, à quel... Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Kelderman, personnellement, je ne l'ai jamais attendu à ce qu'il gagne un grand tour. Donc. Après, voilà, moi je te parle aussi par rapport au premier rang mondial, Wilco Kelderman. Je te parle aussi d'un Lennart Kämna qui a certes remporté l'étape de l'Etna sur le Giro, mais on attendait peut-être un moment donné dans sa carrière qu'il passe un step au-dessus d'un Nils Politt qui n'a pas réellement été visible aussi en 2022. Ça fait partie de ces coureurs de la Bora qu'on a vu depuis plusieurs années dans l'équipe et qui n'ont pas été capables finalement de jouer les grosses victoires qu'on attend. Schachmann a eu des problèmes physiques, il y en a depuis 2021, il a eu des gros problèmes, il a eu le Covid, il a eu des blessures, ce qui a fait que ça a un peu pourri sa saison 2021 et 2022. Maintenant, c'est quand même le double vainqueur de Paris-Nice en 2020 et 2021. Il a énormément de qualité. On a senti qu'il n'était pas encore prêt sur le Tour Down Under, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut revenir au très bon niveau. Il est encore jeune, il doit avoir 29 ans. Donc voilà, Schachmann, on va attendre doucement avant de l'enterrer. Sa saison était difficile, oui, mais pour des raisons autre que la compétition, autre que c'était pas de sa faute, on va dire. Bourman, lui, c'est pareil, il a eu beaucoup de malchance ces dernières années. Il était très en forme sur certains Tours de France ou sur le Dauphiné juste avant, et il a tendance à beaucoup chuter. Donc du coup, ça a un peu pourri ses préparations. En 2022, il n'était pas exceptionnel, clairement. Mais Ralph Denk, quand on l'a interviewé, nous a dit qu'il croyait beaucoup en lui, que la 4e place sur le Tour de France n'était pas juste un coup de chance et qu'il était capable de refaire ces performances-là et qu'il croyait beaucoup en lui. Donc Bourman, on va attendre de voir cette année avant de l'enterrer. Si cette année il a du mal à confirmer, on se dira peut-être qu'en effet pour Emmanuel Bourman c'est terminé. Après, je te trouve un peu dur avec Lennart Kämna. Kämna, on n'a jamais attendu pour l'instant à ce qu'il joue les classements généraux. Il était là pour viser des victoires en baroudeur. Il a failli remporter une victoire sur le Tour de France. Il a remporté une victoire sur le Giro. Il a été vraiment, vraiment présent sur le Giro. Il a remporté une étape aussi, je crois, sur le Tour de Catalogne. Kämna, il a été visible toute la saison. Il a été très bon. Il gagne une étape sur le Tour d'Andalousie. Il gagne une étape sur le Tour des Alpes, une étape sur le Giro. Il est champion d'Amman du contre-la-montre. Mais c'est un coureur de coup, finalement, Lennart Kämna. Ça ne sera pas un coureur qui sera présent dans les classements généraux? Pour l'instant, son rôle était de jouer les étapes. C'était aussi sa volonté, son envie. Maintenant, pour cette année, il a dit qu'il voulait commencer à essayer de s'accrocher un peu plus sur les classements généraux, voir s'il pouvait évoluer en ce sens, et que si jamais il était décroché, il rejouerait à nouveau sa carte en échappée. Mais voilà, il va d'ailleurs aborder le Giro vraiment en doublure de Vlasov. Et si jamais Vlasov faillit, ce sera à Kämna de reprendre le flambeau. Donc il va vraiment rester et essayer de batailler jusqu'au bout et jouer sa carte uniquement finalement s'il est décroché. Mais donc du coup c'est dans sa volonté cette année d'essayer de jouer les classements généraux, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On va le suivre, Lennart Kämna. On va parler des transferts de cet hiver à la Bora, où il y a quand même de la stabilité dans cette équipe. 4 arrivées, 4 départs. On va parler des départs avec Lukas Postelberger qui part à la Jayco, Félix Großschartner qui part à la UAE, Wilco Kelderman qui retrouve la Jumbo et Martin Lass qui part chez Astana. Ce sont des coureurs qui étaient, alors pour Postelberger, Großschartner et Kelderman, présents depuis pas mal de temps dans cette équipe Bora et qui
vont repartir finalement. Ce sont des seconds couteaux qui partent et bon, voilà, c'est une fin de cycle un peu quoi. Fin de cycle, ouais, c'est des très bons coureurs, mais des équipiers plutôt, voilà. Ils perdent quand même des coureurs de qualité. Grossschartner avait de grosses qualités de finish, un excellent puncher, mais il était aussi capable de faire le train en montagne. Je ne sais pas si c'est une grosse perte parce que tu vois, Grossschartner est remplacé par exemple par un Bob Jungels. Donc voilà, lui aussi c'est un gros rouleur, il va pouvoir emmener tout le monde dans l'école. Mais globalement, ils ont un petit peu perdu en montagne par rapport à l'année dernière. Donc à voir. Mais ouais, Kelderman, Grossschartner, c'est des bons équipiers qui partent. 4 arrivées dans cette équipe Bora pour 2023. Tu en parlais, Bob Jungels qui arrive de la AG2R. Lui, il a remporté son étape sur le Tour de France. Et hop, direction la Bora. Nico Denz qui arrive de la DSM. Un Allemand, Florian Lipowitz qui arrive de la Tyrol KTM Cycling Team. Et puis, celui qui était annoncé comme la pépite sur route par un certain Jérôme Pinault il y a 1 an, qui est arrivé à la BNB Hotel. C'est Victor Koretsky. Après l'arrêt de la BNB Hotel, il a retrouvé une équipe à la Bora. Koretsky, il peut finalement remercier la BNB de son arrêt parce qu'il se retrouve dans une top équipe World Tour maintenant. Ouais, il gagne clairement au change. Il se retrouve en World Tour dans une équipe assez costaud et en fait qui manque un petit peu de coureurs solides sur les classiques flandriennes. Voilà, à part Nils Politt, elle a perdu Sagan évidemment, et depuis elle s'est un peu renouvelée en visant les courses à étapes, la Bora. Donc finalement, Koretsky vient renforcer ce secteur. Je pense que, moi je le vois bien sur ce genre de course. Voilà, clairement, les classiques, les courses d'un jour. Donc il va avoir sa carte. Honnêtement, c'est potentiellement un très bon coup pour la Bora, parce que s'il a vraiment le potentiel annoncé par Jérôme Pinault, et pourquoi pas, parce que quand on voit les coureurs de ce profil-là qui sortent du VTT et qui derrière marchent très bien sur route, on se dit que oui, Koretsky pourrait très bien être un bon coup. Voilà, à voir. Je ne sais pas s'il va briller plus en montagne. Moi, j'ai du mal à le voir en montagne. Je l'imagine vraiment plus comme un coureur de classique. Donc, Van der Poel ? Non, pas un Van der Poel non plus, mais voilà, un coureur solide, résistant pour aller jouer les classiques. Maintenant, il n'a pas la même vitesse de pointe que Van der Poel, il n'a pas la même explosivité non plus. Mais parce que finalement, Victor Koretsky, on l'a pas réellement vu sur cette saison 2022 avec la BNB Hotel. Il a été... Non, c'est compliqué d'imaginer son profil. C'est pour ça que là, tout ce que je fais, c'est un petit peu des hypothèses. Mais quand je vois les courses qu'il a faites l'année dernière, il s'est surtout concentré sur les classiques, en fait, sur des courses d'un jour. Donc je me dis que c'est sûrement là qu'il veut y briller. Donc voilà, à voir. Il avait remporté une course en 2022, la 3e étape du Alpe Isère Tour au sprint devant Romain Grégoire, Victor Koretsky. 2023 pour la Bora avec des coureurs qu'on attend au niveau des confirmations plutôt pour la Bora, cette équipe qui est finalement, comme tu le disais, selon toi, Titouan, qui est finalement fait partie de ce Big Five un peu du peloton mondial. On en a parlé, Alexander Vlasov, on l'attend maintenant sur le podium d'un grand tour. C'est là maintenant, c'est l'étape d'après. Oui, il doit viser le podium au minimum. Ça doit être son objectif. Maintenant, ce ne sera pas facile. Il aura de la concurrence sur le Giro. On voit qu'à minima, un coureur comme Roglic et Evenepoel sont au-dessus dans la hiérarchie. Donc lui, potentiellement, voilà, il se bat plus pour la 3e place. Performance qu'il n'aurait jamais faite. Il a fait il a fait 5e du Tour de France, donc c'était déjà pas mal. Une 3e place sur le Giro serait une évolution logique. Et on espère aussi le voir sur la Vuelta pour enchaîner 2 grands tours. Alexander Vlasov qui a annoncé plutôt sur le calendrier italien en première partie de saison, avec aussi un Tirreno qui serait à son programme, et aussi l'Estrade, une course sur laquelle il peut briller. Ce que je trouve dommage avec le calendrier de Vlasov, c'est que finalement, en faisant le Tour d'Italie, il zappe un petit peu les Ardennaises. Il va faire que Liège-Bastogne-Liège, comme souvent les coureurs qui préparent le Giro, parce que tu peux pas enchaîner les 3 classiques. Le schéma préférentiel est de participer au Tour des Alpes, qui tombe en même temps que l'Amstel et la Flèche. Donc voilà, c'est pas possible, il est obligé de les zapper pour le Tour des Alpes. Et voilà, c'est dommage, parce que c'est clairement 2 classiques sur lesquels il peut briller. L'année dernière, il avait été bon, 3e de la Flèche. Donc je suis un peu déçu de pas le voir là, et c'est vrai que ça me plaît pas trop pour un coureur comme Vlasov de faire le Giro, parce que voilà, le voir zapper ces courses-là, c'est dommage. Autre coureur qu'on attend en 2023 pour la Bora, lui aussi on en a parlé un petit peu, mais finalement on en attend plus, c'est Sam Bennett. On attend plus de victoires de lui sur cette saison 2023, et j'ai envie de te dire finalement
plus de victoires, plus de sprints massifs remportés en World Tour? Oui, alors après le problème c'est que intrinsèquement c'est pas du tout le plus rapide. Voilà, il a la chance d'avoir un excellent poisson pilote avec Danny Van Poppel. Il va falloir s'appuyer sur lui, mais intrinsèquement il est moins rapide qu'un Evan, il est moins rapide qu'un Jacobsen, il est moins rapide que d'autres sprinters, qu'un Philipsen. Voilà, donc ça va être quand même difficile. Je pense qu'il va essayer d'aller sur le Tour de France probablement pour remporter une étape. À voir, est-ce qu'on va retrouver le Grand Bennett? Est-ce que le Grand Bennett était vraiment si fort que ça? Pas convaincu non plus, donc c'est difficile à dire, mais si il réussit à remporter une victoire sur le Tour de France et par exemple remporter une autre classique ou d'autres étapes et qu'il arrive à atteindre un petit score de 5, 6, 7 victoires, on pourra dire que ce sera une belle saison pour Bennett. Parmi les grosses cuisses aussi à suivre à la Bora, j'ai envie de te parler d'un petit Belge qui s'appelle Jordi Meeus. Jordi Meeus, 24 ans, j'ai l'impression que, alors bon, il a abandonné sur chute sur le Tour Down Under, mais Jordi Meeus, moi j'attends maintenant qu'il passe le cap, qu'il passe le cap World Tour, parce que on l'attendait dans un profil un peu d'Arnaud Delis, on l'imaginait. Exactement, et moi maintenant je l'attends, c'est-à-dire que il a explosé, il a réussi à percer pour être un sprinter qui compte et qui est régulier quand même, mais maintenant je l'attends. Allez, maintenant est-ce qu'il passe le niveau au-dessus pour rejoindre les meilleurs? À 24 ans c'est compliqué, un sprinter souvent est très bon, très jeune. Je suis pas convaincu que Jordi Meeus fasse partie du top 5 mondial dans le futur, je pense pas. Même par contre c'est un coureur polyvalent, c'est-à-dire qu'il est capable aussi d'être très bon sur les classiques, sur les Flandriennes, il passe assez bien les bosses. Donc voilà, c'est un sprinter qui, même sans être le plus rapide, pourrait remporter de belles victoires et de belles courses. Mais il va falloir qu'il franchisse un cap. Mais tu vois, typiquement, vous le voir remporter une classique comme Kurn-Bruxelles-Kurn ou Gand-Wevelgem, voilà, c'est amplement possible. On va terminer ce podcast spécial Bora avec un petit jeune, c'est une des grosses pépites du cyclisme mondial, Sian Wijsdebrock, le Belge, 20 ans, fin février. Il a encore 19 ans, donc 20 ans fin février, il a remporté le Tour de l'Avenir 2022. Bon, Wijsdebrock, on continue de le polir tranquillement à la Bora. Lui qui a été recruté quand même à l'âge de 18 piges l'année dernière pour intégrer l'équipe World Tour. On continue l'apprentissage avec lui, il est annoncé apparemment sur la Vuelta en fin de saison. Avec un Lenny Martinez, on verra bien les deux face à face. Alors, je pense que pour l'instant, il est un petit peu au-dessus de Lenny Martinez, mais il a une saison dans les jambes, une saison chez les pros, ce qui lui a permis quand même de prendre de la caisse, d'où son avantage sur le Tour de l'Avenir. Il a un petit peu d'avance aussi en contre-la-montre, il est un peu plus complet que, même s'il n'est pas non plus incroyable en contre-la-montre, il est un petit peu plus complet que Lenny Martinez. Évidemment, c'est une des grosses pépites du cyclisme. Il a fait une saison vraiment intéressante pour ses débuts. Voilà, 16e du Tour des Alpes, 8e du Tour de Norvège, 3e du Sibiu Tour. Il a vraiment fait des performances intéressantes en plus de sa victoire sur le Tour de l'Avenir. Donc ouais, cette année ça doit être l'année où on doit voir de gros progrès, et honnêtement j'y crois pas mal. Quand je vois son calendrier, je me dis que sur le Tour d'Oman il devrait être intéressant, sur les courses françaises, la Drôme Classique et l'Ardèche Classique il devrait être à suivre, même sur le Tour de Catalogne. Pourquoi pas faire des top 10 sur les courses World Tour. Ça va être vraiment intéressant de suivre son évolution, mais logiquement il devrait franchir un cap cette année. On se rend compte que la Bora prend le temps avec lui. Prend le temps, je sais pas, dès 19 ans, 20 ans, l'aligner sur le Tour d'Espagne, ils prennent pas tant de temps que ça. Simplement, quand tu arrives à 19 ans dans une équipe aussi forte, il faut évidemment que tu fasses ton trou, que tu fasses ta place. Donc, sans vouloir précipiter les choses, de toute façon, il y avait des meilleurs coureurs sur qui miser plutôt que lui. Donc, ils étaient de toute façon obligés de prendre leur temps et l'aligner sur des courses un peu moins renommées, des courses Pro Tour, des courses du calendrier Europe Tour. C'est ce qu'ils ont fait, ça a plutôt bien marché. Donc maintenant, voilà, l'étape suivante, c'est de commencer à participer à des courses d'une semaine World Tour. Il va faire le Tour de Catalogne, il va faire le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Donc voilà, il va avoir de quoi continuer à progresser et à se mesurer au meilleur. Je pense qu'il peut faire une belle saison et pourquoi pas remporter sa première victoire dès cette année. Titouan de Vélo Futé, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Bora, et aussi d'avoir été avec moi pour les autres podcasts sur cette grande présentation 2023 par Vélo Podcast. Merci avec beaucoup plaisir. De m'avoir accompagné. Merci à toi, merci de m'avoir invité. J'ai très, très heureux de participer au podcast de Vélo Podcast et voilà, j'espère que les dernières émissions vont bien se passer. Oui, ça va très bien se passer, t'inquiète pas pour ça. Juste, vous allez vous aussi, et tu vois comme quoi nous à Vélo Podcast, on n'est pas jaloux. Vous aussi, à Vélo Futé, vous allez avoir votre propre podcast. Tu peux nous en parler un petit peu en quelques mots? Le podcast s'appelle Prends ma roue.
Voilà, le concept, c'est de parler un petit peu de cyclotourisme, de parler des coureurs ou des courses du passé, de un peu raviver nos plus vieux souvenirs, et aussi de parler de coureurs dont on parle peu, de jeunes talents. Ce ne sera pas des sujets d'actualité, mais plutôt des sujets froids sur lesquels on va débattre et discuter. Voilà, ce sera une forme de petite promenade d'une demi-heure. Merci beaucoup Titouan. Retrouvez Vélo Futé, vélofuté.com sur les réseaux sociaux de Vélo Futé aussi. On va continuer, nous aussi, de vous inviter. On va vous retrouver dans les prochains podcasts de Vélo Podcast pour parler de l'actualité. Il y a beaucoup à dire quand même dans les prochaines semaines. A plus Titouan, et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. On se retrouve pour les derniers podcasts présentation jusqu'au 31 janvier. Ciao ciao. Salut.